un autre monde commence. Un monde vibrant, foisonnant, extraordinairement vivant. Les herbiers de Posidonie ondulent comme des prairies sous-marines. Chaque feuille abrite une vie, chaque mouvement raconte une histoire. Ce sont les poumons de la Méditerranée. Parmi les rochers, les sards et les girelles glissent avec élégance. Un poulpe, timide, change de couleur et disparaît comme par magie. Ici, chaque espèce trouve sa place dans un équilibre façonné par des millénaires. Et plus loin, à la frontière de l'ombre, les gorgones oscillent lentement, portées par le courant. Elles témoignent d'un temps long, d'un monde patient, d'une beauté qui ne demande qu'à être préservée. Un mérou surgit des ombres. Les barracudas filent en formation, luisants comme des lames d'argent. Les bonites traversent la Seine en un éclair. La Méditerranée n'est pas un désert bleu, c'est une symphonie de vie en mouvement permanent. Chaque espèce joue son rôle, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Chaque rencontre tisse un lien. La nature compose une œuvre dont nous sommes les témoins et les gardiens. Ces paysages, ces rencontres, cette richesse insoupçonnée, tout cela se déroule juste là, à côté de nous, à Marseille, dans les Calanques, dans cette Méditerranée qui nous porte depuis toujours. Protéger ce monde n'est pas un choix, c'est une responsabilité. Un geste de gratitude envers la beauté et un acte essentiel pour l'avenir. Et tout commence par un regard qui s'émerveille, un regard qui s'engage. Je m'appelle Thomas de Villancourt et je suis le directeur de Pur Océan. Je suis ravi d'avoir partagé quelques images magnifiques qui ont été filmées par Laura, en charge de la communication digitale chez Pur Océan. On s'émerveille de la beauté de notre Méditerranée et ce soir, on va s'émerveiller avec vous, chacune et chacun d'entre vous. Et on veut vous dire merci. Merci d'être là. Merci de vous engager individuellement. Je connais pas mal de personnes qui sont là ce soir. Et on va passer 1h15 ensemble avec des témoignages, des informations importantes et puis de l'émotion. Pour commencer la soirée, j'invite notre président, David Sussman, pour annoncer l'ouverture officielle de la Nuit de l'Océan 2025. Merci, alias Captain Thomas. Ouh là là, ça résonne un petit peu, non? Captain Thomas, on peut l'applaudir. Alors, est-ce que nous sommes tous des Pure Ocean Lovers ce soir? Oui. Ouais, non. Vous rigolez, ça c'est... Oui. Est-ce que nous sommes tous des Pure Ocean Lovers ce soir? Oui. Là, je vous reconnais. Alors, et toi? Est-ce que tu es comme nous, un amoureux de l'océan et de la planète? Et toi? Est-ce que tu es fasciné, impressionné par les fonds marins et les cétacés? Et toi? Est-ce que tu aimes la science appliquée et t'interroges afin de mieux connaître les coraux de Méditerranée? Et toi? Est-ce que tu aimes la science appliquée et t'interroges afin de mieux comprendre pourquoi nous avons perdu 25% des mangroves? Et toi, est-ce que tu t'intéresses à la raison pour laquelle la température de l'océan a augmenté de 1%? Là, je regarde Charlie. Et toi qui travailles chez BP Med,
est-ce que tu t'interroges à la raison pour laquelle il y a nettement moins de poissons sur certaines zones et beaucoup plus sur d'autres? Et toi, au fond, est-ce que tu veux savoir ce que concrètement tu peux faire parce que le matin, tu es anxieux, écolo, responsable et tu te demandes simplement ce que tu peux faire? Ou bien tout simplement, est-ce que tu veux faire quelque chose pour changer le monde? Eh bien oui les amis, nous sommes là pour toutes ces raisons. Je vous avoue que c'est la raison aussi pour laquelle je suis avec vous ce soir. Mais pour commencer, je voudrais remercier une personne qui compte de plus en plus pour nous chez Pur Océan, une nouvelle amie. Je voudrais inviter Sabine Calbin, la directrice générale de la BP Med Méditerranée, à me rejoindre. Sabine. Merci, David. Alors Sabine, la question magique. Tu es banquière? C'est pas un défaut d'être banquière. Mais non, justement, c'est une des grandes J'ai l'air qualités. épanouie quand même. Justement. Explique-nous en quelques mots pourquoi tu acceptes de nous recevoir et pourquoi tu soutiens Pur Océan aujourd'hui. Eh bien déjà, merci. Merci pour ces propos. Moi, je dois vous dire tout d'abord que c'est un plaisir d'être là ce soir. Et c'est assez naturellement que nous avons été partenaires de Pur Océan, dont je remercie toutes les équipes pour leur implication à nos côtés. Et alors, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais vous dire au moins 2 raisons pour lesquelles notre banque est mécène de Pur Océan et surtout investie aux côtés de Pur Océan. Tout d'abord, et ça, c'était vraiment très présent dans ce film, c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité parce qu'on est persuadé que tous les écosystèmes sont imbriqués. Quelque part, préserver nos écosystèmes marins, c'est préserver les communautés humaines, nos villes, nos villages, nos quartiers. Et préserver les communautés humaines, c'est avoir un impact sur le tissu économique. Et cet impact, il est déterminant pour une banque régionale comme la nôtre qui vit de ces territoires. Et puis la deuxième raison, les banques populaires, au-delà de leur ADN lié à l'entrepreneuriat, c'est également 35 ans de partenariat avec la voile. On a une magnifique team voile. La mer et nous, c'est une histoire juste passionnante. Et donc, l'économie bleue, on l'a en nous. Et cette économie bleue, la partager au travers de tout ce que vous faites pour nos océans, pour nos mers, ça nous semblait naturel. Donc, on est ravis d'être là et on aurait envie d'en faire autant que vous parce que, sincèrement, Pur Océan, mais David surtout, bravo, quel engagement. Donc, on est fiers d'être à vos côtés. Merci beaucoup. Merci Sabine. Alors, au-delà de Sabine, qui fait évidemment la digne représentante de ce bateau bleu, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, le bateau bleu, il y a Thomas, Loïc, Nathalie, Isabelle qui ont œuvré, qui travaillent dans les équipes de BP Med et qui ont, avec toutes les autres équipes de BP Med, participé à ce que cet événement se réalise ce soir. Et croyez-moi, c'est beaucoup de travail. Donc, merci Sabine et merci toutes les équipes de la BP Med qui m'écoutent ce soir. Mais par ailleurs, pour organiser ce bel événement, il nous faut une équipe. Et l'équipe de Pur Océan s'agrandit. Alors, ce soir, on va les remercier. C'est Stéphanie. Alors, levez en même temps les mains, s'il vous plaît. C'est Stéphanie, Gwen, Catherine, Laura, Thomas, Sacha, Charlie, Samuel et Jules. Et nous avons des bénévoles, des super bénévoles, Tatiana, Luna et Juliette. Vous voyez qu'il y a du monde. Alors Sabine, tu l'as dit un petit peu, mais qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Sussman et je suis un entrepreneur engagé. Je suis président fondateur de Pur Océan, j'ai 55 ans, j'ai 5 enfants et je suis passionné, amoureux de l'océan et de notre planète. J'ai tout simplement envie de participer à sauver notre planète et à la nourrir le mieux possible et de la façon la plus durable et responsable. Et tout cela, je le rajoute, avec amour et passion. Alors ce soir, nous allons découvrir un court-métrage de Pur Océan. Mais au préalable, laissez-moi vous raconter l'histoire de Pur Océan.
Pure Océan, c'est une ONG. C'est un fonds de dotation. Et ça a été créé en 2017 afin de financer des projets de recherche innovants. On va les financer de la recherche appliquée pour mieux comprendre et protéger l'océan et la biodiversité marine partout dans le monde. Pure Océan, c'est l'ONG du grand public, évidemment, vous êtes là, mais c'est initialement tourné pour les entrepreneurs, pour les entreprises. Et notre présence ici, évidemment, l'explique, parce que j'ai la conviction que c'est les entreprises et les entrepreneurs qui peuvent changer le monde. Alors, il y a une personne, tout à l'heure en arrivant, qui me dit « Oh, vous ressemblez un petit peu à Elon Musk. » Et il y en a une deuxième qui me dit « Vous ressemblez un petit peu à Elon Musk. » Bon, je suis obligé de le dire, et vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux. J'adore Elon Musk, mais il n'y a pas plus en colère que moi vis-à-vis d'Elon Musk, qui est devenu l'homme le plus riche du monde, qui fait trop peu pour notre planète. Ok, il veut aller sur Mars, c'est formidable, mais il faut préserver notre planète, et je ne suis pas aujourd'hui convaincu qu'il fasse tout ce qui est nécessaire. Par contre, si vous avez accès à Elon Musk, je suis ravi qu'un petit % de sa fortune soit alloué, évidemment, à Pure Océan. Peut-être on peut faire un post par rapport à votre remarque. Alors, nous sommes là, ce que je veux dire, c'est pour changer le monde, même un petit peu. Et j'ai la conviction que les 230 personnes qui sont ici ce soir, en fait, il suffit de 10 personnes pour changer le monde, 5 personnes pour changer le monde. Moi, je crois qu'il suffit d'une personne pour changer le monde. Et on le voit aujourd'hui sur notre planète, il y a parfois une personne qui est en train d'impacter, changer le monde. Moi, je crois qu'ici, dans la salle, chacun d'entre vous, parce que vous n'êtes pas là par hasard, vous pouvez changer le monde, même un petit peu, comme j'essaye de vous le démontrer ce soir à mon niveau, et comme nos équipes chez Pure Océan le prouvent. Alors ce soir, il y a un thème qui est le Brésil. Vous avez vu ? C'est pas que pour danser, d'accord ? C'est pas que pour faire la fête. Le Brésil, parce que ce soir, vous allez découvrir le nouveau documentaire de Pure Océan, Flor do Mar. Je l'ai très mal dit. Fleur de la mer, évidemment. Flor do Mar, qui raconte un projet incroyable que nous soutenons au Brésil, Region Ocean Farms. Voilà. C'est des minutes d'entraînement. Region comme générative, Ocean Farm, d'accord ? C'est ce dont nous allons parler ce soir, vous allez voir. C'est très passionnant. Et ce projet Region Ocean Farms, qui était lauréat de Pure Océan en 2024, est mené par l'Institut BKK et soutenu par Pure Océan. Ce projet relance la culture artisanale d'algues. Ce soir, on va parler des algues, d'accord ? Que évidemment, vous connaissez tous, dans le village de Kumuru Xatiba. Ouais, je me suis entraîné aussi. Une initiative qui permet de 3 choses, d'accord ? Cette initiative, soyons sérieux, c'est restaurer les écosystèmes marins, on en a besoin, créer une économie locale plus résiliente et enfin, proposer une alternative durable à la surpêche et aux pollutions. C'est un bel exemple d'innovation et de résilience, la preuve que l'océan peut se régénérer et que chaque initiative, même petite, peut déclencher un vrai mouvement de changement. Alors ce soir, le déroulé, il y a 3 mots-clés. 1, la science. 2, un défi. On va parler de défi sportif, on a déjà évoqué le mot de la voile. Et 3, de l'émotion. Parce que pour moi, l'émotion, c'est fondamental. Il faut rire, il faut pleurer, et il faut avoir quelque chose là dans l'estomac qui va se passer ce soir. Si je n'ai pas réussi ça, je n'ai pas réussi la soirée. On va commencer par la science. La science, ce sera Charlie. Vous savez, Charlie, on a parlé de lui déjà à de nombreuses reprises. C'est notre Jamy, comme dans C'est pas sorcier. Vous allez voir, il est juste extraordinaire. C'est notre coordinateur scientifique. Il va vous parler d'autres projets et de l'appel à projet 2026 qui est en cours. Deuxième aspect, ce sera le défi sportif. Parce que nous avons la chance ce soir d'avoir 2 champions extraordinaires que j'admire immensément parce que, comme vous le savez, je suis passionné de voile depuis tout petit. Nous avons Audrey Augereau et Erwan Leroux qui sont à nos côtés. Ce sont nos ambassadeurs. Ils vont vous raconter leurs dernières aventures marines. Et vraiment, c'est une catégorie, on n'aura peut-être peu le temps d'en parler, en voile. Ce sont les trimarans 50 pieds sur l'océan. C'est probablement vraiment les dernières Formule 1 et c'est ultra, hyper risqué. D'ailleurs, vous allez le voir, d'accord, à la différence de certains nouveaux bateaux à voile que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc, on a une chance folle de les avoir avec nous. Ils vont vous raconter ce qu'ils font et pourquoi, bien sûr, ils ont décidé d'être des ambassadeurs. Et enfin, nous terminerons la soirée autour d'un cocktail bleu, parce que tout bel événement se termine un cocktail. Mais le cocktail bleu, il sera sans alcool, Thomas, n'est-ce pas ? Sans alcool. Évidemment, on partagera un cocktail bleu, mais goûtez-le, vous allez voir, il est particulier. Et enfin, il y a un bonus pour ceux et celles qui le souhaitent. On va se replonger dans la mer. Ici, nous aurons une série qui s'appelle Plongeons.
Ce sont des courts-métrages, ce sont faits par des jeunes étudiants, c'est réalisé par des étudiants de Gobelin, sous la direction de René Prod, Quentin Pommier, Margot Bédé. Je vous invite vraiment à regarder au moins quelques épisodes, vous allez voir, c'est fascinant, et si vous ne pouvez pas, vous les retrouverez assez rapidement sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. On va commencer sans tarder par le bilan 2024-2025, puisque je suis là pour vous rendre des comptes. Le bilan 2024-2025, c'est tout ce que nous avons fait, le récap de l'année écoulée chez Pure Océan. On va vous parler de chiffres et des actions qui sont menées. Je voudrais qu'on ait le slide sur les projets. Voilà, ces 6 projets scientifiques que nous finançons chaque année. Le cœur de notre mission, vous le savez, c'est les projets, c'est du concret. Ces 6 nouveaux projets qui ont été soutenus par nous, grâce à vous, parce que c'est vous qui les avez financés avec nous, des initiatives qui s'attaquent aux grands défis de l'océan. Alors quels sont-ils? C'était, et je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail malheureusement, la pollution textile, pour ceux qui sont dans ce métier, l'érosion des mangroves, les récifs qui sont fragilisés, les correcteurs de migration des espèces menacées, les risques de l'exploitation minière des fonds marins et l'adaptation des coraux au climat. Je voudrais qu'on ait la slide justement des projets. Ça, ce sont tous les projets, les 34 que nous avons financés depuis 2017 pour environ 10 millions d'euros. Et pour cela, je voudrais qu'on s'applaudisse parce que je trouve cette slide juste absolument extraordinaire. Si vous voulez plus de détails, vous le retrouvez évidemment sur notre site internet ou désormais sur les moteurs de recherche d'intelligence artificielle qui vont chercher sur notre site internet. Vous avez la réponse à tous les projets que vous trouvez ici. Ce sont autant de pistes d'action et d'espoir pour un océan plus résilient. Alors la slide désormais sur les dons. Je voudrais savoir, voilà, vous l'avez, notre levée de fonds grâce à votre engagement, grâce à votre générosité, nous avons réussi à lever 1 017 667 €. Je suis chez un ami partenaire bancaire, donc nous allons à l'euro près. Nous avons précisément 122 gros mécènes et en mécénat de compétences, en dons en nature, 169 257 €. Je vous dis merci, parce que c'est une merveilleuse année. Et nous le savons, à une période où l'économie ne se porte pas au mieux, les entreprises ne se portent pas toutes non plus au mieux, on est d'accord. Néanmoins, nous sommes tous extrêmement résilients. Et je voudrais remercier nos amis mécènes qui, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, ont continué à nous soutenir. Merci à vous vraiment. Alors, nos actions, ce sont des actions de sensibilisation auprès des dirigeants, des dirigeantes, de leurs équipes. Près de 5000 personnes directement sensibilisées lors de 41 événements organisés ou co-organisés par Pure Océan auxquels nous avons participé. C'est 23 conférences et webinaires pour nos mécènes. Sur la goutte bleue, nous avons toujours des actions de mobilisation. C'est le challenge entreprise La Goutte Bleue. Vous savez, la goutte bleue, j'avais demandé à avoir un sac. Je ne sais pas si j'ai un sac. Un sac, la goutte bleue. J'ai pas de sac. J'ai un sac. Là, le sac de la goutte bleue, l'idée, c'est ramasser des déchets abandonnés avec le sac La Goutte Bleue, fabriqué à partir d'algues. Ça, c'est un vrai enjeu que nous avons autour des déchets. 2500 participants cette année, principalement dans les entreprises. C'est près de 110 000 litres de déchets ramassés qui ne finiront pas en mer. Rappel quand même sur la situation du plastique et des déchets. Merci, voilà, je voulais quand même que... Parce que si vous êtes dans une entreprise ou une organisation, organisez un ramassage, vivez-le, prenez un sac plastique, ramassez ce qu'il y a par terre, échangez ensuite avec les scientifiques, vous verrez, vous aurez un peu moins la boule au ventre, mais vous vivrez la situation sur le ramassage, et c'est ce qu'il faut faire absolument. Voilà, ça, c'est nos gouttes bleues. Il faut savoir que chaque seconde, c'est plus de 250 kg de plastique qui terminent dans l'océan. C'est un camion poubelle par minute. En 1950, on produisait 2,3 millions de tonnes de plastique. Et cette année, c'est 460 millions. Et si ça continue, dans 15 ans, ce sera 1200 millions, 1,2 milliard. C'est juste hallucinant, en fait, le plastique qui est produit. Et je suis convaincu que, encore une fois, les entrepreneurs peuvent avoir un impact. On peut changer le monde. Donc, c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut s'attaquer.
Si vous suivez comme moi l'actualité et sur les réseaux sociaux, on peut avoir de l'action là-dessus. Le slide communication. Je voudrais, bon voilà, il est là, vous dire qu'on est très heureux parce que vous nous suivez, mais ce n'est pas assez sur les réseaux sociaux. Donc j'aimerais que vous soyez encore plus de monde à nous suivre. Donc si vous avez votre téléphone ce soir, vous allez sur les réseaux sociaux, commencez à suivre la BPMed qui communique beaucoup autour de Pure Océan, évidemment, mais Pure Océan, nos équipes, Thomas de Villancourt, moi-même, et vous partagez et vous envoyez des loves. Si vous envoyez des loves, vous savez, sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup plus d'impact que si vous envoyez des pouces. Donc envoyez-moi des loves, s'il vous plaît. On peut en rire. Donc côté communication, on fait un formidable boulot. Et c'est que le début, parce que j'ai prévu cette année encore plus grande et folle communication. D'accord ? Donc suivez-nous. Je vous prépare quelques surprises avec Laura, Stéphanie et toute l'équipe. Et puis sur le challenge suivant, il est temps qu'on passe à la science, mon cher Charlie. Il est temps qu'on parle de science. Viens avec moi, mon cher Charlie. Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, Charlie, pour moi, c'est une des plus belles découvertes de l'équipe. Alors, viens là, mon cher Charlie. J'ai dit à Charlie que cette année, on allait plus le voir que moi sur scène. C'est vrai ou pas ? Désolé pour vous. Voilà, désolé pour vous. Parce que Charlie, il est jeune, il est beau, il est intelligent et il sait tout faire. Et on adore le mettre en avant. Donc, si vous échangez avec lui ce soir, il faut arriver à lui dire qu'il ose, parce qu'il ne se rend pas compte de l'impact extraordinaire qu'il peut avoir. Nous sommes 230 personnes. Moi, je veux qu'il termine sur les plateaux de Canal+ et de TF1. Non, mais moi, je rigole pas. Je pense qu'il peut terminer sur les plateaux de TF1, Canal+, voire ensuite CNN, etc. Donc, ça va être notre boulot de le convaincre, parce que d'abord, il faut le vouloir, il faut le pouvoir, et nous le voulons, et il le peut. OK ? Voilà l'objectif. Dans 1 an, on fera le point. Sans pression. Il faut appuyer là. C'est bon maintenant ? Non. Ça marchait tout à l'heure ? Non. Toujours pas ? Non. On en prend un autre ? Non. Hop. 1, 2, 1, 2, 3. Tu nous dis. Je vais reprendre celui-là. C'est parti. Allez, super. Bon, bah, merci pour le lancement. C'est une certaine manière de générer de la déception. Non, merci David. Baisse-le un tout petit peu. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. C'est mieux maintenant. Yes. Non, mais voilà, ça vous a sûrement pas échappé que l'année 2025 a été marquée par une forte actualité de sciences marines, surtout si vous suivez les actualités de Pure Océan. Donc, avec un rôle mobilisateur important par l'organisation de la France, donc du Congrès des Nations Unies sur l'océan à Nice. Beaucoup de sujets ont été traités, qui a entre autres permis de mettre la lumière sur les manquements de la France sur la question de la protection de ces aires marines dites protégées, notamment vis-à-vis de la technique destructrice du chalutage de fond. Mais on en retiendra aussi l'importante dynamique qui a mené à la ratification du traité international sur la haute mer, dont peut-être vous avez entendu parler, et qui donne maintenant en fait un cadre légal qui est propice à la protection en fait, de près de la moitié de notre planète et de la protection en fait, de la reconnaissance de ce bien commun de l'humanité qui est donc la haute mer, la moitié de la surface de notre planète. Et donc, cet UNOC, il aura aussi probablement donné un appel d'air à la recherche marine, puisque ça s'est ressenti en fait, sur le nombre de candidatures sur notre appel à projet pour le projet 2026. Donc, on a reçu 331 candidatures venues de 80 pays. C'est donc un nouveau record pour Pure Océan qui marque donc à la fois le besoin en financement, mais aussi donc le rôle central qu'avec Pure Océan, on joue en faisant ce lien en fait, entre la société civile, les entreprises et le monde de la recherche. Donc une première étape de sélection a été menée pour ces candidatures. Il y a une quarantaine de projets qui est donc en train d'être auscultés par notre comité scientifique. Et donc voilà, c'est des projets en France, c'est des projets en Corse, c'est des projets aussi un peu plus loin. Et donc c'est une phase assez excitante pour nous parce qu'on sait que parmi ces 40 projets figurent les 4, 5, 6, 8, peut-être 10 projets qu'on pourra soutenir à partir de 2026. Et donc les lauréats seront annoncés le 21 mars. Mais avant ça, donc, je vous propose de revenir sur 2 projets soutenus par Pure Océan qui ont particulièrement marqué l'année 2025. Le premier, il nous emmène au sud. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous a promis le Brésil. Donc, on va un peu plus au sud que le Brésil. On va même au pôle sud en mer de Bellinghausen, auprès du projet Antarctique Biolume. Donc, c'est un projet qui vise à découvrir la faune profonde des abysses de l'Antarctique,
Donc voilà, je vous présente Thomas Lenley et Kat Bolstad, qui sont donc 2 chercheurs et chercheuses néo-zélandais. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'Antarctique, c'est déjà difficile d'accès, mais voilà, essayez de vous projeter à aller dans les abysses de l'Antarctique. C'est un monde qui est parfaitement inconnu. Et donc, pour filmer les animaux abyssaux, en général, on utilise une caméra qui est dotée d'un appât alimentaire, ce qui, au risque de n'attirer en fait que les espèces qui sont intéressées par cet appât alimentaire, avec un biais d'observation important. Et donc, l'innovation géniale de ce projet, c'est d'utiliser à la place un appât lumineux d'une couleur proche en fait, de celle de la bioluminescence, qui est un moyen de communication utilisé par 3/4 de la faune abyssale. Et je vous propose de faire une petite pause sur cette vision, de remarquer le foisonnement de vie qu'il y a dans les eaux de surface des eaux polaires, qui sont actuellement menacées de manière essentielle par le changement climatique et par la pêche au krill, donc pour faire des compléments alimentaires et pour l'élevage. Donc voilà, cette caméra, elle est plongée entre 200 mètres et 2000 mètres de profondeur. Et en fait, on peut moduler la couleur de l'appât lumineux pour espérer en fait, interagir avec différentes catégories d'animaux marins et peut-être justement en découvrir de nouvelles. Le tout sans aucun impact en fait, sur les individus. Et il y a une espèce mythique qui était au centre de cette expédition. Cette espèce, c'est le calamar colossal. Alors, en voyant ce petit juvénile bébé, vous vous dites peut-être, bon, il n'est peut-être pas si colossal que ça, mais bon, sachez que c'est qu'un juvénile, et les adultes peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Voilà. Donc, c'était une espèce qui, en fait, est connue depuis à peu près un siècle par les restes qu'on a trouvés dans les estomacs de ses prédateurs, donc notamment les cachalots, et aussi connue par les individus qu'on retrouvait échoués sur les plages. Et en fait, grâce à ce projet, c'est la première fois en fait, qu'on a observé cette espèce vivante dans son environnement. Donc c'est des images qu'on fait le tour du monde, en tout cas dans les cercles spécialisés. Et voilà, je vous laisse contempler cet individu juvénile. On voit un petit halo lumineux autour de lui, donc c'est bien la bioluminescence un peu bleutée du calmar. Et voilà, donc savoir qu'une publication scientifique majeure va être publiée dans le journal Nature, que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est une des meilleures revues qui existent dans le monde scientifique. C'est une expédition qui était menée par ailleurs par le Schmidt Institute, que vous connaissez peut-être. Voilà. Et puis, dans d'autres résultats de recherche, on a fait d'autres observations, donc d'autres calmars polaires, avec des comportements très intéressants. Vous pouvez voir par exemple ce calmar, il est attiré, il est curieux, il interagit avec l'appât lumineux. Et en fait, c'est une démonstration quasiment inédite de cette méthode d'approche et qui va probablement être déployé à plus large échelle dans d'autres expéditions. Et justement, Tom et Kat vont repartir donc en 2026 et 2027 pour 2 expéditions antarctiques qui vont leur permettre d'approfondir leurs recherches grâce à cette caméra unique en son genre. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc c'est pour la blague, mais je trouve que ça marche bien, c'est donc Tom et Kat avec une réplique grandeur nature de à quoi ressemble un calmar colossal en peluche, version taille réelle. Donc à savoir que ce dispositif qui reste encore inédit dans le monde de la science a été permis exclusivement grâce à Pure Océan. Donc pour le deuxième projet, je vous propose de revenir en Méditerranée et plus précisément en mer Égée auprès des projets les plus aboutis de Pure Océan. Ce projet, il s'intéresse aux coralligènes. Est-ce que dans la salle à main levée, on pourrait savoir qui a déjà entendu parler de ce mot coralligène? Je dirais, ok, un petit tiers. Bon, savoir que c'est le projet dont on vous a déjà parlé l'an dernier et qui a démarré en 2021 grâce au soutien de Pure Océan. L'ONG grecque Archipelagos, et donc Tim Grandjean que vous avez vu à l'écran tout à l'heure. Donc ils ont pu envoyer un robot télécommandé à plus de 100 mètres de profondeur autour de l'île de Fourni, donc c'est une île de la mer Égée. Et pourquoi faire ça? Pour approfondir en fait les dires des pêcheurs locaux qui décrivaient des récifs profonds qui étaient inconnus des cartes marines. Et en fait, ces zones, les pêcheurs les connaissent bien parce que l'essentiel de leur prise de pêche, elle est faite à l'aplomb de ces récifs. Et donc, un robot a permis de remonter les premières images mondiales de ces récifs. Ça, vous le connaissez déjà si vous étiez à la Nuit de l'Océan de l'année dernière. Et en fait, ces images, elles ont aussi permis de vérifier une hypothèse qui était impensable, c'est que ces récifs, en fait, ils sont vivants.
Ce sont des récifs coralligènes que vous voyez à l'écran et qui ont été créés au fil des siècles et des millénaires par l'action de concrétion des algues calcaires. Donc au-delà de leur beauté, c'est des récifs qui sont l'habitat de près de 2000 espèces de poissons, de crustacés, de mollusques. Et c'est un habitat marin essentiel, voilà, qui est bien connu chez nous, en Espagne, en France, en Italie, mais qui était complètement inconnu aussi loin en mer Égée. Et grâce au ciblage des pêcheurs locaux, donc vous avez vu Michalis à l'écran, qu'on a rencontré donc sur l'île de Fourny, on a pu approfondir en fait l'étude de ces récifs, et notamment avec la collaboration exceptionnelle des plongeurs scientifiques de Under the Pole, que peut-être que vous les connaissez également. Ce sont des Français qui sont basés normalement à Concarneau et qui sont spécialistes de la plongée humaine jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et donc, c'est des plongées, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont extrêmement techniques et qui ont permis en fait, d'aller voir pour la première fois, d'aller photographier, d'aller échantillonner voilà, ces espèces qui vivent sur ces récifs. Vous voyez des coraux noirs, vous voyez des gorgones rouges, vous voyez aussi tout un florilège d'éponges de toutes les couleurs. Et en fait, par une histoire de science assez incroyable. Mais finalement pas si hasardeuse, tout est connecté. Ces échantillons d'éponges, ils ont atterri dans un deuxième projet de PureOcéan qui a été sélectionné en 2023 qui s'appelle Genesis. Et le chercheur en charge de Genesis, donc Camille Clérici, de l'université de Perpignan, il a découvert dans ces éponges, sur ces récifs qui auparavant étaient inconnus, en fait des molécules aux activités antibactériennes. Antibactérienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est potentiellement les futurs antibiotiques de demain. Donc qui pourrait inspirer la médecine de demain. L'idée, c'est évidemment pas d'aller racler les éponges, mais de s'inspirer du fonctionnement de ces molécules pour, pourquoi pas, construire les nouveaux médicaments. Et donc, sans trop en dévoiler, c'est une histoire qu'on raconte dans le documentaire qu'on vous a présenté l'an dernier, à la Nuit de l'Océan, qui s'appelle Hidden Secret, et que je vous invite à découvrir en ligne. Il est disponible sur YouTube. Et donc, ce coralligène, c'est une source de vie essentielle. Là, vous en voyez toutes les couleurs. Par ses ressources pour la pêche artisanale, pour ses perspectives d'inspiration et de biomimétisme, mais par contre, ils sont sous la menace directe du chalutage de fond, à la fois légal et illégal, qui va venir en fait arracher toute la faune et la flore qui se développent sur ces récifs. Et donc, il y a un besoin de protection immédiat que vous pouvez imaginer. Et en fait, je suis ravi de partager avec vous, c'est l'actualité presque de cette année pour nous. C'est qu'en juin, donc poussé par la dynamique de l'UNOC, l'État grec a pris ses responsabilités en protégeant 430 km² d'espace marin, c'est-à-dire en fait la totalité de l'île de Fourny et de ses monts sous-marins. Donc en faisant les choses bien, pour une fois, c'est-à-dire que dès sa base, l'aire marine protégée, elle inclut la notion d'interdiction de chalutage. Et en fait, c'est la plus grande aire marine protégée de Grèce qui est à ce niveau de réglementation. Donc voilà, on espère que le gouvernement français en aura pris bonne note, puisqu'on n'est pas vraiment des exemples dans ce domaine. Et donc voilà, voilà. On peut applaudir, c'est vrai. Donc au-delà de cette réussite, ce projet c'est devenu un modèle du genre, presque un template des bonnes pratiques pour réussir à obtenir assez rapidement une mobilisation citoyenne, réussir à obtenir l'implication de plongeurs, par exemple comme ceux d'Under the Pole, de personnalités aussi médiatiques. Il y a Camille Etienne qui s'est investi dans la défense du projet. Et en fait qui ont mené à cette rapidité de protection. Donc on remercie évidemment l'État grec qui a pris ses responsabilités. C'est un projet qui nous montre aussi la voie, que c'est en faisant communauté qu'on arrive à avoir de l'impact. Et donc vous, cette communauté, vous pouvez en faire partie, entre autres en soutenant PureOcéan. Donc voilà, c'est nos partenaires locaux d'Archipelagos qui nous le résument souvent, que c'est grâce en fait au tremplin initial du soutien de PureOcéan que cette zone en fait elle est maintenant devenue une aire marine protégée dédiée aux vivants par et pour les pêcheurs artisanaux. Et donc par ces deux exemples, à la fois en Antarctique et en Grèce, voilà, j'espère que vous avoir convaincu que financer la recherche, c'est donc nous faire avancer tous et toutes, et avec le vivant et avec l'océan comme allié dans cet effort. Et donc, quand on parle d'avancer grâce à l'océan, je me tourne vers Audrey et Erwan. Donc, je vous invite à monter sur scène. Vous qui côtoyez l'océan au quotidien, vous allez pouvoir nous en parler mieux que nous. Donc, les skippers, Audrey Augereau et Erwan Leroux. Vous pouvez les applaudir. On va trouver la fiche correspondante.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc Audrey, toi tu fais de la voile depuis l'âge de 2 ans aux côtés de tes parents qui faisaient déjà de la régate. Rapidement, tu as choisi le catamaran comme discipline et tu as été sélectionné en 2022 pour l'aventure Ocean 50 avec Erwan sur la Transat Café L'Or et la Route du Rhum dans l'objectif. En 2024, tu as fait partie de l'équipage français de la Coupe de l'América féminine et de la Transat Figaro en 2025 avec Quentin Vlaminck. C'est ça? Yes. Erwan, toi tu es né dans le Morbihan. On dit en Morbihan, dans le Morbihan. Dans le Morbihan. Donc tu es un skipper reconnu grâce à tes victoires, notamment sur la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre. Donc déjà, félicitations. Et donc par ce palmarès, tu es devenu une figure emblématique donc, de la course au large. Tu incarnes maintenant la performance, l'engagement, la transmission du savoir, effectivement. Donc, et ensemble, en fait, vous formez plus qu'une équipe, c'est une aventure humaine forte, portée par un objectif commun, de repousser vos limites tout en mettant en lumière la protection de l'océan. Merci à vous. Et donc c'est pour ça aussi que vous avez décidé de devenir ambassadeur de Pure Océan. Donc peut-être pour en apprendre un peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle de navigateur pour justement porter les messages de la protection de l'océan? Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour cette belle présentation et merci pour votre accueil. Nous, on a décidé de devenir ambassadeur Pure Océan. D'abord parce que on le sait tous dans la salle, mais l'océan est vraiment essentiel à nos vies. Nous, au-delà d'être clairement notre outil de travail, on est conscient, et puis on l'a encore vu aujourd'hui sur cette belle présentation, que c'est grâce à l'océan, on a de la nourriture, on a de l'oxygène pour vivre notre petite vie. Donc c'est très important pour nous. Et au-delà de ça, c'est vrai que le Pure Océan soutient, David, tu l'as dit tout à l'heure, à des actions concrètes, c'est-à-dire que on soutient, on finance des projets scientifiques qui vont pouvoir changer les choses. On parle souvent des problèmes et pas assez des solutions. Et là, en l'occurrence, on parle beaucoup de solutions. Donc ça nous tient à cœur de porter le message avec notre trimaran. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est qu'on est content de pouvoir soumettre nos idées. On navigue beaucoup, on est beaucoup en mer. Et par exemple, on est très concerné par... on a des bateaux qui vont assez vite sur l'eau. On a toujours un risque et une peur de croiser un mammifère marin et potentiellement de le percuter. Et c'est un sujet qu'on aimerait traiter ensemble. Trouver un système qui nous permette d'éviter les cétacés, c'est un sujet qui pourra peut-être être demain dans les projets de Pure Océan. Donc je pense qu'on a c'est sûr des valeurs communes et on veut mettre notre image au service de Pure Océan. Merci beaucoup Audrey. Erwan, tu veux compléter dans ce point? Ouais, c'était parfait, c'est exactement ça. Puis c'est vrai qu'on a des beaux bateaux et c'est quand même dommage de ne pas les utiliser aussi pour promouvoir Pure Océan et puis on vit sur l'océan et cet engagement qu'on a envers Pure Océan, il est juste utile. C'est que là, les deux vidéos que tu présentes juste avant, c'est juste incroyable, quoi. On a ça sous l'eau, on a ça sous nous, en fait. Et en fait, voilà, on apprend des choses et je pense que c'est aussi le but de cette fondation et de tous ces projets, c'est vraiment d'apprendre et donc voilà, c'est top. Peut-être pour se projeter un peu dans le lien que vous avez et que peut-être nous, notre audience n'a pas forcément ce lien avec l'océan, est-ce que vous pourriez revenir sur en fait, vos motivations profondes? Qu'est-ce qui vous a amené à ce monde de la voile et à fréquenter l'océan au quotidien en fait? Écoute, moi, très petit en Bretagne, bercé par les balades dominicales sur le port de la Trinité-sur-Mer, qui était à l'époque une des villes de la Mecque de la course au large et de la voile. Il y avait quelque chose qui me passionnait, c'était de voir sortir les bateaux du chenal et puis de les voir revenir. Je me disais, tiens, il se passe quoi? Et voilà, c'était un rêve de gosse. Et à 20 ans, j'ai décidé de me lancer et d'aller apprendre la navigation et de découvrir les bateaux.
Et depuis, je suis à la base, j'ai une formation de chaudronnier, donc je suis chaudronnier de métier, mais sauf que je suis jamais retourné en chaudronnerie et je suis resté sur les bateaux. Moi, c'est un petit peu différent, tu l'as dit. J'ai eu ma première licence de voile à 2 ans, tout simplement parce que mes parents n'avaient pas trouvé de nounou. Ils avaient une régate et ils n'avaient pas trouvé de nounou, donc ils m'ont pris une licence et ils m'ont mis dans le fond du bateau. J'ai pas vraiment régaté, j'ai juste eu le droit à ma licence. Et en fait, c'est que plus tard que je me suis mise à la voile. Ils n'ont pas voulu me dégoûter, donc ils m'ont plutôt mis la voile de côté. Et c'est vers 10 ans que j'ai commencé à naviguer en optimiste. Et on habitait à l'époque à Nantes, donc pas tout à côté de la mer. Donc j'ai commencé plutôt en rivière et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était un peu petit. Et j'avais envie de dépasser un peu les bords. Et donc rapidement sur l'océan, à m'émerveiller de notre milieu. Et donc l'océan nous émerveille, mais c'est aussi une force qui est aussi parfois un peu imprévisible. Est-ce que vous accepterez de partager avec nous peut-être quelques mésaventures qui vous sont arrivées très très récemment sur la Transat Café L'Or ? Oui, on est aussi là pour partager notre expérience. Notre projet en 2025 avec Erwan, c'était de participer à la Transat Café L'Or. Donc le départ a été donné le 25 octobre de cette année. Sur notre trimaran que vous voyez là, on l'a un peu dit, c'est un bateau qui est assez rapide, assez instable et malheureusement, donc on a pris le départ et la première nuit de la course, donc on a fait que très peu d'heures de course, on a chaviré. Le départ était donné au Havre et nous on a chaviré au nord de l'île de Guernesey. Donc c'était pas du tout l'objectif qu'on avait prévu. On avait prévu d'aller de l'autre côté jusqu'en Martinique et de pourquoi pas faire un beau résultat sur notre compète et finalement il en a été autrement. Les conditions météorologiques étaient assez compliquées, très compliquées, avec un peu de mer, un vent instable. La météo elle est toujours plus forte que nous, mais là c'est vrai que les conditions étaient complètement instables. Oui, l'instabilité ne serait pas peut-être le témoin finalement de ce changement climatique. Je ne sais pas. Moi, de mon expérience, c'était une des premières fois où vraiment je naviguais dans autant d'instabilité. Et c'est vrai que le moment du chavirage est venu d'un coup et c'est vraiment été... c'était hyper rapide et soudain. Et voilà. Alors c'est difficile pour nous d'être là parce que donc on a chaviré. Après le bateau, il a vécu sa petite vie. Puis il était allé s'échouer dans un endroit à Guernesey qui est l'équivalent du Natura 2000 en France. Et d'être là devant vous pour juste porter le message de préserver les océans alors qu'on a notre morceau de verre et de carbone qui a atterri dans les cailloux. C'est un peu difficile et en même temps c'est la réalité. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Notre premier réflexe, ça a été de dire on va récupérer quoi à Guernesey? Des bouts de bateau. On pensait juste à nettoyer la plage, nettoyer nos déchets et déjà on ne savait pas ce qu'on allait récupérer du bateau dans un premier temps. Et on avait plutôt prévu les sacs gouttes bleues et d'aller récupérer les morceaux du bateau, quoi. Alors c'est ce qu'on a fait. On a tout récupéré, on est reparti avec tous nos déchets. On n'a rien laissé à Guernesey. Et puis surtout, on a passé les messages que si les gens et les gens qui se baladaient autour de la côte trouvaient du matériel, nous le renvoyaient. Et, voilà, on a vraiment essayé de donner aussi du sens à cette mésaventure. On a chaviré au mauvais endroit. Hein. Juste, on a une île à passer au vent et on passe juste à son vent à 4000 et on se met sur le toit. Donc voilà, c'est comme ça. Après, je pense que si je reviens sur cette instabilité météo qu'on a, je pense que effectivement, on se rend bien compte, même ici en Méditerranée, où il y a des fois, il y a des moments de l'année où, quand la température de l'eau est supérieure à 30 degrés, il y a quand même des phénomènes météo qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et voilà, et je pense que c'est ce message-là aussi qu'il faut passer, c'est qu'on est aussi les témoins de ce changement.
mais aussi des changements de mentalité. Je pense que le message aussi positif qu'il faut passer, c'est qu'on en prend conscience. Il y a des actions concrètes qui sont faites grâce aux actions de recherche, notamment, on parlait des cétacés, mais des zones d'exclusion qui sont faites sur les courses pour éviter les zones à forte densité de la population des cétacés. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui sont mises en place au sein de la course. Et puis voilà, on est quand même aussi dans un sport où potentiellement on va pouvoir apporter la décarbonation du transport maritime. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont faites et le transport des passagers aussi, qui vont se faire sûrement à la voile dans quelques années. Justement, et je me posais un peu la question, on oppose assez souvent les histoires de transition écologique et en même temps des questions autour de la performance. Et vous, j'ai l'impression que vous incarnez un peu voilà, un curseur important. Question que je me pose, c'est comment est-ce que vous réussissez à aligner finalement cette recherche de la technicité, de l'innovation et de la performance avec justement ces injonctions à la protection de l'océan? Comment est-ce que vous réussissez à là de ce cap? C'est sûr qu'on fait un sport mécanique, hein, donc notre but c'est de performer, c'est de battre nos petits copains sur l'eau, d'avoir le meilleur bateau. On le voit un peu sur les images, on a un développement technologique à bord qui est assez important. Nous, on a développé des volants pour pouvoir piloter le bateau de la meilleure manière, de la meilleure position, d'être le plus précis possible. Ça, c'est du développement technologique. Et en contrepartie, comme le disait Erwan, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi aider le transport à passagers, le transport de marchandises à naviguer à la voile, avec des kites, avec justement les moyens qu'on développe. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un équilibre entre la performance et la partie protection, quoi. Ok, merci. Oui. Et puis je pensais aussi aux panneaux solaires. Je voyais la bâche qui faisait la toile aéro derrière, qui était battée au vent. Les panneaux solaires organiques, c'est un vrai sujet pour la planète, puisque c'est des matériaux rares. Et en fait, on développe les panneaux solaires organiques, on les met à bord et on les teste. C'est beaucoup de R&D. Et voilà, ça apporte aussi un petit peu de sens aussi à ce qu'on fait, et on essaye d'aider du mieux qu'on peut dans notre développement pour que ça soit propre, tout en restant performant. Un laboratoire à haute échelle. Merci beaucoup pour vos partages. Et avant de vous laisser partir, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver à partir de la fin de cette année, en 2026? Quelles sont vos dates marquantes? Il y a plusieurs échéances. Une première qui est importante pour nous, en fait, qui n'était pas prévue il y a quelques mois. En fait, au moment où avec Erwan, on s'est retourné avec notre bateau, et la procédure de sécurité, c'est de se mettre à l'intérieur de la coque centrale, là où on a de l'air et tous les moyens pour contacter le cross, la direction de course, etc. Je pense que c'est le moment où on a rapidement pris conscience de ce qui nous était arrivé. Et on s'est fait une promesse avec Erwan, c'est d'être sur le départ de la prochaine Transat Café L'Or en 2027. Et donc de réussir à finir au moins cette course dans 2 ans du coup maintenant. Et donc ça, c'est vraiment notre objectif. Là, à l'heure actuelle, c'est notre objectif principal. Donc pour fin 2027, on veut aller en Martinique. Si c'est la Martinique l'arrivée. Ouais, si, c'est en Martinique. Si c'est en Martinique. Et d'ici là, la route est quand même un peu longue, hein. Donc on a un bateau à réparer. Après toutes ces péripéties, on l'a ramené à La Rochelle en remorquage, mais surtout en gréement de fortune. Là, on l'a mis à sec pour le réparer. Le réparer assez rapidement parce que le temps est compté. On a une saison de Grand Prix qui démarre en Méditerranée à la fin avril. Donc on sera sur Marseille et alentour pour faire des sorties avec notre sponsor actuel et démarrer la saison. Et puis plutôt en milieu d'année, la saison se passera sur plutôt du solo avec les qualifications et puis la route du Rhum que normalement je ferai
je ferai à la fin de l'année 2026. Bah, le but, c'est de remettre à l'eau le bateau le plus vite possible pour qu'Audrey puisse aller s'entraîner en solitaire. Et bah, pour ce faire, c'est aussi le fait d'avoir repoussé le projet et d'avoir convaincu Coesio de dire bah, allez, on va aller faire 2027 parce qu'il y a une vraie histoire à raconter, il y a un vrai projet à reconstruire et puis nous, on a une histoire commune à terminer. Et donc Coesio a réussi à réembarquer dans l'histoire. Mais bon, ça ne va pas se faire tout seul, donc on va forcément besoin de retrouver des partenaires qui nous accompagnent dans cette démarche-là et puis dans nos projets sportifs. En tout cas, en tant que partenaire, nous, on vous remercie vraiment sincèrement d'être à nos côtés, de porter nos messages. Je pense que l'audience le sait, vous le savez aussi. On a besoin aussi d'histoires, en fait, de vos porte-voix à vous, d'histoires humaines pour parler de science. C'est pas toujours facile. Donc merci vraiment sincèrement d'être à nos côtés. Et puis, je vous invite à regagner vos sièges puisqu'en fait, on va partir pour un autre continent. Merci beaucoup. Donc on a bien voyagé grâce à Audrey et Erwan. Et donc je vous propose maintenant d'hisser la grand voile. Vous voyez la petite... direction le Brésil avec donc le nouveau documentaire de Pur Océan qui s'appelle Flor do Mar et qui traite donc du projet Regen Ocean Farms qui est donc lauréat qui a été lauréat en 2024. Et je ne vous en dis pas plus, il y a beaucoup de surprises dans la vidéo et à tout à l'heure. L'océan couvre 70% de notre planète. Il abrite Retour à Marseille, retour sur l'avenue du Prado. Donc on espère que ce film vous aura touché, vous aura peut-être bousculé même, autant que ce qu'il aura touché l'équipe de Pur Océan. Donc j'invite sur scène, je ne sais plus où ils sont, Hugo et Roxane. Voilà, je vous invite à les applaudir. Donc Hugo et Roxane, ensemble, ils forment le duo de réalisateurs Zek et Film, qui ont donc produit et réalisé ce documentaire pour Pur Océan. Bon, ça fonctionne. Merci. Merci à tous et à toutes. Donc on les a sélectionnés pour leur sensibilité, la patte qu'ils apportent à des histoires, notamment sur des sujets sociaux et des sujets environnementaux. Vos récits sont toujours teintés d'une forte émotion. Et est-ce que, du coup, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a simplement poussé en fait, à réaliser ce film ? Déjà, on est des gros amoureux de l'océan, donc on a un petit voilier, on navigue un peu, on passe un peu de temps sur l'eau, un peu sous l'eau maintenant. Et donc, toutes les initiatives et toutes les valeurs que Pur Océan porte nous parlent beaucoup. Et quand vous avez parlé de cette initiative, Regen Ocean Farm, on était très touchés par ce lien avec la communauté. Et en fait, de voir un peu comment une communauté peut vivre en harmonie avec l'océan. Ça nous a un peu intrigués, quoi. On voulait voir comment l'océan et ensemble ils peuvent cohabiter et faire du bien. Et donc, on voulait aller voir ça. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, c'est surtout aussi une grande rencontre avec l'algue qu'on a découvert dans ce documentaire. On était vraiment novices sur ça et c'était quelque chose qui nous intéressait depuis longtemps. On savait que l'algue avait des propriétés un peu exceptionnelles. C'est quand même une plante magique. On espère qu'on vous a passé un petit peu de ce message dans le documentaire. Mais voilà, nous, ça nous a touchés parce que de voir en fait qu'une plante peut aider les communautés, régénérer les océans et également faire avancer la science. Parce que là, on parle de petites choses, mais il y a tellement de choses que peut faire l'algue. Donc voilà, c'est un truc, nous, qui nous a directement touchés et appâtés pour faire ce documentaire, quoi. Et est-ce que justement, c'est jamais facile de faire le lien entre la science et le côté plus émotionnel, plus humain. Est-ce que vous avez eu des appréhensions, entre guillemets, quand on vous a donné cette mission de réussir à connecter tout le monde à ce sujet qui peut être un peu technique de l'algoculture, de l'état des côtes brésiliennes? Est-ce que vous avez eu des appréhensions par rapport à ça et comment est-ce que vous les avez peut-être traitées, comment est-ce que vous les avez abordées?
sacré challenge, non, en 2 semaines de préparation. Ouais, et je pense que Charlie, toi, tu es bien placé pour le savoir. Enfin, le jargon scientifique, c'est pas un challenge, ça a été le challenge du documentaire de transformer ce jargon scientifique qui est souvent difficile à comprendre, à essayer de le faire comprendre au plus grand nombre. Donc nous, on est parti du principe que si on le comprenait en montant le film, ça veut dire que sans doute vous allez le comprendre, puisque notre background scientifique n'est pas exceptionnel. Et puis voilà, et surtout, deuxième point, c'était comment retranscrire au mieux et chercher en fait toute l'émotion que pouvait sortir de ces scientifiques. Donc voilà, c'était vraiment ça quand même un gros challenge sur le documentaire. Oui, c'est vrai. J'espère qu'on a réussi. Non, c'est très bien. Et puis, moi, je sais pas, je me projette un petit peu dans l'audience et je me dis, c'est pas forcément une facette du Brésil que je pensais retrouver. C'est pas forcément l'image d'Épinal qu'on a du Brésil, de la fête de Rio de Janeiro. Et est-ce que justement, pour aider à se projeter un petit peu sur la réalité du tournage, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote un peu marquante qui illustre un peu comment s'est passé le tournage, quoi? Il y en a eu pas mal des anecdotes. Mais ouais, c'est vrai que si je pense qu'il y en a une qui nous a pas mal marqué, c'est un peu cette séquence à la fin en fait, où on voit les algocultrices aller se baigner dans la mer. Ça peut paraître un peu idyllique comme ça, mais en fait, il faut se remettre dans la situation. C'est l'hiver au Brésil, l'eau est froide, il est 5 heures du mat, et les Brésiliennes, les algocultrices, ne se baignent jamais. Donc c'était un peu un défi de leur dire « Vous voulez pas aller vous baigner, c'est pour le film, vous savez ». Voilà. Et elles ont fini par accepter. Et en fait, à notre grande surprise, le matin du tournage, en fait, elles ont adoré se baigner, mais jusqu'à ce qu'on finisse le tournage, elles sont restées dans l'eau. Elles voulaient plus en sortir. Et elles ont ressorti en disant, mais en fait, c'est génial de se baigner, voilà, on va le faire plus souvent. En fait, c'est quelque chose de super. Comme c'est une séquence qui parle de connexion à la mer, on trouvait ça fort. À travers, il y a vraiment une vraie connexion à la mer à ce moment-là. Oui, parce que pour ajouter, toutes les images que vous voyez en soleil, ce qui semble être un coucher de soleil, c'est évidemment un lever de soleil parce que le soleil se couchait pas du bon côté. Donc voilà, c'était des levers très matinaux. Donc, voilà. Quand on parle de difficulté à faire parler la science, je pense que c'est effectivement une bonne anecdote. On n'y pense pas toujours effectivement à ces petits détails-là. Je pense qu'on a un peu de temps pour des questions du public, si vous voulez poser vos questions sur le film, sur le tournage, peut-être même sur le projet de recherche en lui-même, Regen Ocean Farms. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler. C'est Sacha qui l'a. Déjà, est-ce qu'il y a des mains se lèvent pour des questions dans le public? Notre petit Oompa Loompa arrive. Merci Sacha. Bonjour, merci beaucoup pour ce très beau documentaire avec effectivement une patte, une sensibilité très très belle. Je me demandais, les algues, alors qu'on a là, ça a des fins de recherche et de dépollution, entre guillemets, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'il existe des algues alimentaires? Est-ce que ça pourrait se développer aussi et résoudre notre problème qui est la faim dans le monde, par exemple? Alors, c'est vrai que dans le cadre du projet Regen Ocean Farms, les algues, elles sont vraiment envisagées en tant que beaucoup de solutions. L'idée, en fait, c'est redonner en fait un appel d'air à la valorisation de cette biomasse. Cette activité en fait d'algoculture, elle est historique sur les côtes brésiliennes, mais elle a vraiment perdu, elle a une perte de vitesse par plein d'autres alternatives, notamment liées au pétrole, au plastique, etc. Et en fait, cette activité, on cherche à lui redonner une vigueur en valorisant cette biomasse par des voies biotechnologiques. Donc vous avez parlé du bioplastique, vous avez parlé de ces suppléments alimentaires pour l'élevage qui vont réduire en fait le méthane qui est produit par les bovins, par les ovins. C'est pas du tout anecdotique d'ailleurs, on peut réduire de quasiment 80 à 90% le méthane émis par les ruminants, donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Et donc dans ce projet, c'est pas du tout le cadre pour l'alimentation humaine.
ça peut l'envisager. Enfin, évidemment, hein, j'en mange souvent d'ailleurs. Je vous invite à manger des algues, hein, c'est hyper bon pour la santé. Aucune algue, aucune macro-algue ne contient de toxines, donc c'est super pour l'apéro, c'est super dans vos plats. Et en plus, comme c'est des propriétés du fait que ce soit une plante qui vit dans l'eau, en fait, elle va capter du CO2, elle va donc réduire l'acidification de l'eau, donc elle va rendre plein de services par le fait qu'on l'a fait pousser. Donc il y a vraiment plein de coproduits bénéfiques à faire pousser des algues et donc à les valoriser. Mais ouais, après pour compléter sur la question, c'est assez exceptionnel. Enfin, en fait, il y a des applications. Moi, bon, après, je suis pas un expert en algues non plus, mais en fait, il y a un champ en fait de possibilités dans les algues et qu'on utilise. Là, je te dis notamment sur tout ce qui est cosmétique qu'on connaît, donc tout ce qui est shampoing, émulsifiant et tout ça. Ça, c'est connu. Et surtout, ce que peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est dans la bière, en fait, dans les bières qu'on utilise, apparemment, il y aurait des algues qui créent aussi cet émulsifiant. Donc, bon, ça, c'est aussi mon côté geek qui est allé chercher toutes les applications d'algues. Mais voilà, il y a énormément de choses. Ça en fait partie. Mais oui, dans l'alimentation aussi, en fait, je vous invite à regarder parce que il y a un peu un champ des possibles au niveau des algues. Ouais, c'est extraordinaire. D'autres questions ? Une autre question ? Le documentaire, du coup, c'était au Brésil, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver des algues intéressantes à développer parce que là, c'était lié au Brésil, mais s'il y a d'autres localisations où les algues sont différentes et chercher d'autres applications encore. Oui. En fait, il faut presque imaginer qu'il y a des problématiques qu'on a autour de l'agriculture. On ne fait pas pousser du blé n'importe où, on ne fait pas pousser du maïs n'importe où. C'est presque la même chose avec les algues. En France, on a des filières qui fonctionnent pas trop mal de production d'algues, surtout pour l'alimentation humaine et puis pour la valorisation, comme tu as dit Hugo, des composés à très haute valeur ajoutée, des actifs pour comment on appelle ça, la pharmacologie, etc., etc. Donc ça existe déjà en France. Et après, des projets similaires à Regen Ocean Farms, il y en a un peu partout autour de la planète. Ça se relance, je dirais, parce qu'en fait, c'est souvent des activités historiques qui ont été perdues parce qu'on a voulu tester d'autres types d'industries. Et en fait, on y revient parce qu'on se rend compte que les services qui étaient associés à ces méthodes traditionnelles étaient nécessaires en fait, au fonctionnement notamment des communautés, mais plus largement au bon fonctionnement de l'interface terre-mer. Donc c'est des projets qui sont souvent méconnus, mais où on en a un peu partout sur les zones côtières. Moi, je voulais juste rajouter aussi que les algues, en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'elles poussent même beaucoup plus dans les eaux froides. En fait, le Brésil est pas, il y a beaucoup d'espèces d'algues qui poussent au Brésil, mais dans les eaux froides, elles font 15-20 mètres, elles poussent très vite, et donc, dans plein d'endroits, on peut développer ces cultures d'algues. Oui, c'est d'ailleurs, excuse-moi Charlie, c'est d'ailleurs ce que Moutoué en fait développe, la phycologue que vous avez vue dans le documentaire, développe avec Méré, en fait de voir, parce que les eaux forcément se réchauffent partout dans le monde, et d'essayer de faire pas des algues mutantes, mais de trouver en tout cas dans la nature des types d'algues qui puissent s'adapter au mieux en fait. Il y a des types d'algues plus ou moins résistantes au changement de température, parce que l'algue, c'est un peu là une plante magique, mais par contre, elle est quand même très susceptible au changement de température. Donc ça, c'est un enjeu aussi dans le futur. Une dernière question, peut-être ? On connaît déjà les algues que l'on mange au Japon. Vous avez tous mangé du wakame à un moment donné ou à un autre. Et est-ce qu'on ne le trouve qu'au Japon ou on peut en trouver aussi dans d'autres endroits? Et par ailleurs, aussi, y a-t-il des algues différentes dans nos côtes françaises océaniques et dans nos côtes méditerranéennes? Les algues, elles ont souvent leur niche écologique. Donc, une espèce va être particulièrement adaptée à telle ou telle localité. Donc, selon les localités, on va avoir des espèces différentes. Et je trouve que ça a été hyper bien dit et hyper bien aussi raconté dans le montage. C'est à quel point, en fait, c'est important pour la question de résilience d'avoir une diversité, en fait, des espèces qu'on va aller multiplier. Parce que
plus on a d'espèces différentes, plus potentiellement on va pouvoir être résistant par rapport, par exemple, à des effets du changement climatique, etc. Parce qu'on va, on va prendre les algues les plus adaptées à telle ou telle localité. Et effectivement, un des projets, là on a parlé de Kumulu-Chatiba, mais il y a aussi d'autres zones en fait, dans le projet qui cultivent en fait, d'autres espèces d'algues, parce que ces espèces-là sont plus adaptées à leur localité. Et un des aspects du projet, c'est aussi de savoir, peut-être que Solaria, Gracilaria, etc., Asparagopsis, peut-être qu'une espèce d'algue va remplir telle fonction, en tout cas va être particulièrement valorisable à tel endroit, mais à un autre endroit, elle ne poussera pas et on ne pourra pas exploiter cette filière-là. Donc ça sera peut-être une autre espèce qui va prendre leur lait, etc. Donc c'est hyper important de valoriser justement les connaissances, parce que les communautés connaissent en général les propriétés de telle ou telle algue, et c'est des compétences qui sont souvent en perdition. Et ce projet, il a aussi ce rôle-là à redynamiser, revaloriser ces connaissances traditionnelles dans un but de résistance, de résilience, entre autres face au changement climatique. Une dernière question. Bonsoir. Il me semble que c'est dans les algues où on trouve le plus de dioxygène et non pas dans les plantes. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est dans les algues ou dans les plantes, c'est ça? Oui. Que le dioxygène, la grande, comment dire, concentration, oui. Je pense avoir compris. Ouais, en fait, peut-être que vous faites allusion au fait que on parle souvent que l'océan, c'est une respiration sur deux, 50% de l'oxygène qu'on respire. Je me tourne vers Thomas parce que c'est son meilleur argument de vente. Oui, c'est ça. En fait, quand on parle souvent dans ces cas-là des microalgues, en fait, du phytoplancton qui vit dans l'océan, c'est des algues qui vivent, on va dire, presque... pas dissoutes, mais qui sont vraiment réparties dans toute la zone qu'on appelle photique, la zone où il y a de la lumière dans l'océan. C'est des algues qui dérivent, phytoplancton, qui dérivent dans l'océan, et c'est elles qui sont presque le principal moteur de production de l'oxygène sur notre planète. Et c'est le gros. Et après, à la marge, il y a les macroalgues côtières, il y a aussi plein d'autres écosystèmes que vous connaissez certainement, les mangroves, les présalés, les herbiers. Nous, en Méditerranée, on a les herbiers de Posidonie, les herbiers de Zoster. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des écosystèmes de carbone bleu qui fixent le carbone et qui libèrent aussi énormément d'oxygène. Donc, c'est deux fonctions qui sont absolument essentielles et, s'il le faut, des raisons de plus de protéger ces écosystèmes. Très bien dit. Et merci beaucoup à vous, Hugo et Roxane. Désolé. Merci. Et pour conclure cette... Peut-être vous vouliez terminer? Non. On voulait juste remercier Pure Océan, mais le micro a été coupé. Donc, micro coupé. Merci Pure Océan de nous faire confiance. Merci. Pareil pour moi. Si, non. C'est fin de séance. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, un immense bravo, on peut applaudir Charlie. Avec Charlie, ce qui est super, c'est qu'on sait que c'est gagné pour l'avenir. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça fait du bien. Alors, on va conclure cette soirée. Protéger l'océan, vous le savez, devient chaque jour plus difficile. Vous venez de le vivre encore ce soir. Et protéger l'océan, c'est encore plus difficile parce qu'on ne voit pas ce qui se passe sous l'eau, comme vous le savez. C'est invisible. Et ça, c'est terrible. Alors, il ne faut pas se cacher. On vit ce qu'on appelle, et les scientifiques le répètent, je veux absolument utiliser ce mot ce soir, partez avec ça. On vit ce qui s'appelle un écocide. Allez regarder ce que c'est qu'un écocide. On vit un écocide, mais ce n'est pas une fatalité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ma conviction. Et c'est pour ça que je suis sur scène avec vous ce soir. Alors à vous, nos amis, nos partenaires, à toutes celles, à ceux qui soutiennent Pure Océan, les copains, les copines, les fidèles, les engagés, pour certains depuis le premier jour, depuis 5 ans, qui viennent nous voir chaque année sur le Prado,
Je voudrais vous dire merci et je voudrais surtout vous remercier pour votre confiance. Parce que c'est ça qui fait qu'on se lève le matin. C'est parce qu'on a confiance en vous et parce que vous avez confiance en nous qu'on est motivé, toute la team de Pure Océan, parce qu'on vit grâce à vous et on vit pour vous, qui nous soutenez. Un mot moins positif, mais que je veux rappeler, et on peut le dire aussi en français, en anglais, c'est qu'on va absolument rien lâcher. Pour ceux qui sont venus voir l'année dernière, il y a quelqu'un qui dit « Mais tu continues ?» Non, mais je l'ai regardé, j'ai dit « Mais si je continue, mais jusqu'à mon dernier souffle, je vais continuer, que les choses soient bien claires, et vous aussi. » Donc ça, qu'on le dise à tous ceux qui remettent en cause le changement climatique ou la situation de la planète, tant que ce n'est pas réglé, je pense que jusqu'à notre dernier souffle, on ne lâchera rien. Et l'enjeu, il est immense, ce n'est pas que pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Je devais avoir ma petite fille ici de 4 ans et demi qui serait avec nous, c'est pour elle que tous les matins je me lève, et comme elle devrait vivre jusqu'à probablement une centaine d'années, il faut vraiment qu'on préserve la planète pendant 100 ans et des millions d'années. Alors pour nous soutenir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Évidemment, vous pouvez continuer à nous faire de très gros chèques et contacter Elon Musk et tous les copains. Vous pouvez aussi, parce que vous avez tous un téléphone, allez encore une fois sur les réseaux sociaux, soutenez-nous, je veux des loves. Et puis, quelques dates pour 2026. 2026, c'est les lauréats des appels à projets, comme chaque année, c'est le 21 mars. D'accord, le 21 mars, c'est le jour du printemps. Nous, on aime bien les dates historiques. Donc, jour du printemps, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous aurez les projets que nous soutenons. Le Change Now à Paris, c'est 30 mars et mercredi 1er avril. Le dîner de l'océan à Paris, ce qui est l'équivalent du gala de l'océan, c'est évidemment le 1er avril. C'est le poisson d'avril, 1er avril. Là aussi, vous allez vous en souvenir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux le 1er avril. Ne dévoilez pas trop rapidement, en général, les messages que je poste. Et pour moi, ce sera un jour très important parce que je fêterai mes 30 ans en fait, d'engagement le 1er avril. Donc ce sera important. Et puis, le 17 mai prochain, 2026, le défi Pure Océan, Bermude-Lorient. C'est une traversée de l'Atlantique auquel je vais participer pour la 3e fois. J'ai déjà fait Saint-Pierre-et-Miquelon-Lorient, mais justement, Bermude-Lorient, malheureusement, j'ai vécu une très mauvaise aventure, une mésaventure, un petit peu comme vous, pas aussi catastrophique, mais presque, on va dire, comme vous le savez pour certains, il y a quelques années. Donc on va remettre ça, toute voile dehors, à fond, avec Jean-Pierre Dick et toute une équipe pendant 12 jours. On va essayer de battre notre record. Oui, ce n'est pas un trimaran, ce sera pour un monocoque, mais ce sera quand même une aventure extraordinaire. Et suivez-moi, j'ai l'intention de vous faire des vidéos tous les jours au mois de mai. Nous parlerons évidemment d'océan. Et enfin, le Gala de l'Océan, ce sera le 9 juin prochain à la Casa de Lose à Marseille, ici. Alors, est-ce qu'on a répondu ce soir aux questions que j'avais posées dans mon discours d'introduction? Un petit peu. Hein, mais il y a encore de nombreuses réponses à apporter. Et la bonne nouvelle que je veux apporter, après vous avoir annoncé beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est que c'est possible. Moi, j'ai la conviction, encore une fois, que les entrepreneurs vont changer le monde. J'ai la conviction que dans les 20 prochaines années, on va le changer, on va y arriver, on peut le faire. Il n'y en a aucun d'entre vous ici qui peut me dire que j'ai tort. Aucun. Donc je pense qu'en 20 ans, on peut le faire. Et j'étais marqué par une rencontre avec un des héros de mon enfance. C'était Harrison Ford, vous savez, Indiana Jones, qui était à Marseille il y a quelques années. J'ai eu la chance de passer du temps avec lui. Il a dit 2 choses. Il a dit d'abord, you know David. Bon, je vais vous le traduire. La nature n'a pas besoin de nous, nous avons besoin d'elle. D'accord? Il faut se le rappeler. Et 2, il m'a dit « let's go to work ». Ça, j'ai adoré, d'accord? Ça veut dire on se met tous au travail. Et là, je voudrais rajouter ce soir, évidemment, « let's go to work ». Et je vais rajouter avec amour et passion. Donc, je compte sur vous tous. Merci à tous et toutes. Et j'invite, je voudrais que toutes les équipes qui ont organisé... Alors les équipes, vous pouvez venir. Les équipes...
Africa. On part avec eux. On part avec eux. Allez.